Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette nouvelle séance des rencontres en sociologie des arts et de la culture, organisée par le réseau thématique 14 de l'Association française de sociologie. Merci pour votre présence et votre écoute. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Noël pour parler de son ouvrage intitulé « Le petit commerce de l'indépendance, une sociologie de la librairie au début du XXIe siècle », paru en 2025 aux presses universitaires de Rennes. Nous allons donc explorer ensemble l'univers du livre et de la librairie à partir de votre enquête. Après avoir évoqué lors des 4 précédentes séances de la saison 2025-2026 des travaux qui portaient sur d'autres domaines culturels, le cinéma, le théâtre et la musique, je rappelle que ces rencontres visent à présenter l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture et prennent la forme d'un entretien suivi d'un moment d'échange avec le public. Elles sont enregistrées, mises en ligne et diffusées sous forme de podcast sur le carnet Hypothèse et la chaîne YouTube du RT14 et sur des plateformes de streaming. Avant de commencer cette discussion avec Sophie Noël, nous vous invitons à la prochaine séance des rencontres le mardi 16 juin de 14h à 16h avec Jérôme Dubois et Vincent Clavel autour de leur livre intitulé « Quand les murs se font scène en milieu carcéral et hospitalier » paru en 2024 aux presses universitaires de Vincennes. La séance sera animée par Élise Chies-Vatine et aura lieu en salle 124 au site Pouchet du CNRS. Bonjour Sophie Noël, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, vous êtes professeure de sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas, chercheuse au Charisme, donc le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Vous menez des recherches en sociologie de la culture et des médias, sur la filière du livre, l'édition, la librairie, plus largement sur l'indépendance dans le secteur culturel, les engagements intellectuels et politiques des acteurs-actrices culturels. Vous avez publié notamment en 2012 un ouvrage issu de votre thèse de sociologie qui s'intitulait « L'éducation indépendante critique, engagement politique et intellectuel » aux presses de l'ENSIB. Cet ouvrage, qui est accessible sur Open Edition, a fait l'objet d'une nouvelle édition en 2021, enrichie de plusieurs index. Vous y présentez les résultats d'une enquête sur des petites structures éditoriales qui revendiquent un positionnement critique, en évoquant à la fois les contraintes économiques auxquelles font face ces maisons d'édition, les rapports de force dans lesquels elles sont engagées, mais également les aspirations, les parcours, les logiques d'action des éditeurs et éditrices qui animent ces maisons d'édition. Vous avez poursuivi vos analyses sur l'indépendance dans le secteur culturel en coordonnant avec Aurélie Pinto un dossier thématique de la revue Société contemporaine paru en 2018 qui s'intitulait Indé versus mainstream, l'indépendance en pratique dans la culture. Vous avez aussi co-dirigé avec Aurélie Pinto et Olivier Alexandre un ouvrage collectif intitulé Culture et indépendance, les enjeux de l'indépendance dans les industries culturelles, paru en 2017 aux éditions Peter Lang. Et donc, vous dépliez dans toutes ces contributions toutes les dimensions de cette notion polysémique d'indépendance, les usages dont elle fait l'objet et qui en font une catégorie de perception centrale dans un très grand nombre d'univers culturels. Donc, nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer votre dernier ouvrage sur les librairies au début du XXIe siècle. Donc, vous y présentez les résultats d'une enquête au long cours sur les librairies indépendantes en France et en Grande-Bretagne, celles qui ont ouvert leurs portes du milieu des années 90 à 2018, qu'il s'agisse d'une création ou de la reprise d'une structure existante. Donc cet ouvrage, il est composé de 3 parties qui permettent d'analyser à différentes échelles la situation de ces librairies indépendantes et des libraires qui les animent et d'explorer toutes les significations, les usages de cette notion d'indépendance au niveau macro ou au niveau vraiment des interactions qui se jouent au sein de ces librairies. Donc la première partie adresse le portrait de ces librairies indépendantes, les caractéristiques de leurs responsables, leur situation économique, leur image médiatique sur une période qui s'étend de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e, avec une dimension de comparaison entre la France et la Grande-Bretagne. Vous situez ces commerces physiques de biens culturels par rapport à d'autres circuits de distribution du livre.
La deuxième partie, elle montre l'importance de l'indépendance dans l'identité personnelle et professionnelle des libraires et la manière dont cette catégorie constitue un enjeu politique institutionnel façonné par des politiques publiques, des luttes de définition. Et dans la troisième partie, on plonge au cœur des librairies indépendantes en analysant les médiations que ces libraires mettent en œuvre, le type de prescription auquel ils participent. Et donc, pour présenter votre ouvrage, nous allons organiser l'entretien en 4 temps, en commençant par le cadre général de l'enquête que vous avez menée, avant d'aborder les analyses menées dans les 3 parties. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de cette recherche sur les librairies indépendantes et plus largement sur la genèse de votre intérêt pour les métiers du livre, de la librairie à l'édition, et en particulier pour ce segment indépendant, critique de la production de livres? Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Merci beaucoup à RT14 de s'intéresser à mon livre sur les librairies. Alors moi, sans révéler de choses incroyablement personnelles, j'ai travaillé longtemps dans le secteur de l'édition. Donc c'est un secteur que je connaissais bien il y a une quinzaine d'années, en tout cas de l'intérieur, parce que j'ai été éditrice pendant une dizaine d'années, à la fois en France et en Grande-Bretagne. Et quand j'ai choisi de faire une thèse de sociologie et d'opérer ce qu'on peut appeler une reconversion professionnelle, il me semblait logique de prendre pour objet un secteur que je connaissais bien, dans lequel j'avais a priori des entrées qui me permettaient d'enquêter. Donc bon, voilà, c'est assez simple comme explication de départ. Et donc comme j'ai fait ma thèse sur l'édition indépendante de critique sociale, et qu'après j'ai été recrutée à Paris 13 dans un département métier du livre, j'ai continué à creuser cette question de l'indépendance, des petites structures. Il me semblait qu'il n'y avait pas encore beaucoup de choses là-dessus, c'était plutôt les grands groupes qui étaient étudiés, et l'autre côté de l'espace des maisons d'édition ou des structures intervenant autour du livre était beaucoup moins connu. Et il y avait déjà, à partir des années 90, des années 2000, il y avait cette petite musique de l'indépendance quand même qui commençait à apparaître, à se faire entendre, qui est devenue beaucoup plus forte aujourd'hui. Et ça m'intéressait de travailler dessus. Et par ailleurs, ça m'a aussi intéressé d'aller... j'ai commencé par, d'une certaine manière, l'amont du secteur en travaillant sur les maisons d'édition. Et là, aujourd'hui, par ce livre, je voulais m'intéresser à la dimension vraiment complètement en aval, c'est-à-dire d'autres types d'intermédiaires qui sont des intermédiaires marchands, beaucoup plus marchands que ne sont les éditeurs, qui sont plutôt des intermédiaires intellectuels, mais je pense qu'on aura... ils sont à la fois intellectuels et marchands, mais la dimension marchande est beaucoup plus prégnante dans la librairie. Et ça m'intéressait d'essayer de comprendre ce qui se jouait au niveau du commerce et de l'indépendance. Plus précisément sur votre dernier ouvrage, au sujet des références théoriques que vous mobilisez pour étudier ces intermédiaires du commerce physique de biens culturels. Vous citez Pierre Bourdieu, des travaux en socio-économie des industries culturelles ou sur les intermédiaires artistiques et culturels. Comment, en fait, vous avez mobilisé en particulier les analyses de Pierre Bourdieu sur les champs de production qui portent plutôt sur la création, l'édition? Comment vous êtes approprié ce cadre pour étudier ce maillon qui est plutôt lié à la diffusion de livres? Et comment vous êtes appuyé aussi éventuellement sur tous ces travaux plus récents qui portent sur les intermédiaires artistiques et culturels pour étudier la librairie? J'ai mobilisé le cadre théorique de l'économie des biens symboliques de Pierre Bourdieu, peut-être à 2 niveaux principaux, en le croisant avec d'autres types de travaux et
de sources théoriques importantes que je détaillerai peut-être un petit peu plus tard. Un premier niveau, c'est le fait que les livres sont des biens, on peut le prendre dans tous les sens qu'on veut, ça reste des biens doubles, des biens qui ont un versant symbolique qui est très important, mais aussi un versant matériel et économique. Et donc cette dualité, cette spécificité des biens symboliques fonctionne bien pour analyser. Enfin, elle apparaît tout le temps dans les propos des personnes des libraires que j'ai interrogés. C'est-à-dire, moi, je m'attendais pas à trouver, par exemple, une forme aussi appuyée de désintérêt ou de déni de la valeur économique de la part de commerçants. J'avoue que j'étais vraiment ça a été vraiment une surprise. Je pensais que c'était assez fort dans les cercles, enfin dans les milieux éditoriaux que j'avais interrogés pour ma thèse, mais dans le domaine du commerce, de la librairie, je m'attendais pas à retrouver ce type de discours. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est de les trouver aussi auprès des libraires que j'ai interrogés en Angleterre, par exemple. Alors eux, ils se revendiquent évidemment pas du tout de Bourdieu quand ils disent ça, et c'est heureux. Mais en fait, ça affleure tout le temps dans leurs propos. Donc j'ai essayé de mettre un certain nombre d'extraits d'entretien dans le livre. Mais c'est vrai que j'étais quand même surprise de ce fait. Donc visiblement, avoir ce cadre-là d'analyse, ça s'est avéré assez utile pour la librairie. Et aussi sur un autre point que là aussi j'avais pas du tout appréhendé au départ, qui est celui de la librairie un petit peu sur le modèle de l'espace domestique. Comme une espèce de rejet du marché. C'est la librairie comme communauté, comme espace un peu clos, fermé, avec les valeurs de l'amitié, les clients sont des amis, on se connaît tous, s'ils achètent rien, c'est pas grave. Enfin, des propos vraiment qui relevaient de l'économie, qu'on peut qualifier d'oikos, en suivant Aristote, avec l'économie domestique, qui est un type d'économie, certes, mais très particulier. Et puis la deuxième point sur lequel la théorie de Bourdieu m'a été utile, c'est sur ce qui est très présent dans les règles de l'art, c'est l'analyse des intermédiaires. Qui recoupe de nombreuses façons ce premier point, puisque les intermédiaires sont aussi à l'interface entre le monde du commerce et le monde de la culture, et ça génère un certain nombre de tensions. Et là aussi, elles apparaissaient de manière très forte. Je donnerai juste un exemple concret pour illustrer ça. C'est en fait ce qui se joue autour du terme libraire ou vendeur de livres. Ça peut paraître très anodin, mais si vous dites à un libraire qu'il est vendeur de livres ou vendeuse de livres, elle va pas du tout bien le prendre. C'est-à-dire pour eux, c'est un repoussoir vraiment très très fort. C'est nous, on n'est pas des vendeurs, on est des libraires. Et des libraires, c'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'ils refusent la notion de commerce ou la dimension marchande de leur activité. Elle est complètement assumée et même valorisée parce qu'elle vient d'après ce qu'ils et elles disent, et ça semble tout à fait légitime, c'est parce qu'en bout de chaîne, il y a des gens qui sont capables de vendre des ouvrages que toute la chaîne peut exister. C'est-à-dire, une maison d'édition, si ses livres, elle les vend pas, au bout d'un moment, c'est problématique. Donc, ils ont le sentiment de certes être en bout de chaîne, certes être du côté de la médiation marchande qui est traditionnellement moins valorisée que les positions plus proches des univers de création, comme sont les autrices et les auteurs. Mais malgré tout, ils viennent légitimer tout le processus justement parce qu'ils arrivent en bout de course et c'est eux qui font remonter la valeur, quoi, si on veut raisonner comme les économistes. Donc, cette dimension marchande, elle est assumée, mais elle est présentée comme étant au service d'une cause d'une cause noble, qui est la lecture, les auteurs, la littérature, la culture. Enfin, on peut utiliser différents termes. Et donc, le rejet très, très fort de l'étiquette vendeur de livres. Les vendeurs de livres, c'est en supermarché, c'est dans les Fnac, mais c'est pas en librairie. Et cette crispation sur un terme,
elle est vraiment révélatrice de ces tensions et de cette position particulière que sont les libraires, en étant à la fois clairement des intermédiaires marchands, mais nobles, pas n'importe quel intermédiaire marchand. Donc voilà dans quelle mesure j'ai mobilisé ce cadre théorique, mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup, je sais pas si je peux en dire un mot aussi sur les autres les autres inspirations théoriques. J'ai aussi beaucoup puisé dans tous les travaux sur la sociologie de l'artisanat, des petits commerçants, Christine Jaeger, François Grell, l'univers de la boutique. Voilà, cette volonté d'échapper au salariat aussi. Qui va faire qu'on va avoir des profils un peu particuliers de libraires. Et puis les comparaisons avec d'autres secteurs sont aussi très intéressantes à conduire. Et je pense en particulier aux travaux d'Anne Jourdain sur les artisans d'art. Ça peut sembler un peu éloigné, mais il y a une volonté très forte des libraires de mettre en scène les livres vendus en librairie comme étant des biens singuliers et pas comme le tout venant, les meilleures ventes, les top 10, les trucs qu'on trouve en pile à la Fnac. Il y a vraiment une volonté de se distinguer très fortement de tout ça. Et là, ça touche aussi à des univers qui peuvent sembler très exotiques par rapport à la librairie, qui sont celui des vignerons indépendants. Je pense aux travaux de Céline Bessière ou de Stéphane Olivesi sur ce type de métier, ou encore tous les travaux en anthropologie culturelle autour, je sais pas, d'Emmanuel Lallemand ou en sociologie de Frédéric Leblanc sur les néo-commerçants. Il y a vraiment on trouve des dispositions très particulières chez les néo-commerçants dans des quartiers gentrifiés, etc. Donc ça fait écho aussi à tous ces travaux sur des secteurs a priori éloignés, mais il y a beaucoup de similitudes. Si je passe maintenant aux méthodes d'enquête, en fait, vous combinez plusieurs méthodes, plusieurs échelles d'analyse et même plusieurs terrains d'enquête. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes méthodes que vous avez utilisées, la manière dont vous les avez combinées, de l'observation à l'entretien ou à l'analyse de discours? Voilà, quel a été l'apport de chaque méthode et comment vous les avez combinées? Je pense que chaque type de méthode a été aussi, a été assez égal, il me semble, au cours de l'enquête. C'est intervenu à des moments différents, mais j'ai évidemment fait beaucoup d'entretiens avec des libraires, parfois plusieurs fois, des entretiens très longs. Alors, les libraires, c'est un peu comme les éditeurs que les éditeurs que j'ai rencontrés auparavant. C'est des gens qui aiment bien parler d'eux-mêmes, qui parlent facilement. Une fois qu'on a réussi, c'est le genre de terrain qui, pour un sociologue, sont très agréables parce que ils sont faciles d'accès. Je pense qu'il y a des univers sociaux qui sont beaucoup plus difficiles pour enquêter. Il faut avoir une porte d'entrée, faut se faire accepter. Une libraire ou un libraire, en général, il est content de parler de son métier. Donc, il faut juste trouver le bon moment. Il faut pas venir les embêter pendant les fêtes de fin d'année parce qu'ils sont débordés de travail. Mais sinon, voilà. Donc, les entretiens ont vraiment plutôt bien marché. Il y avait un matériau vraiment très, très riche. Par ailleurs, j'ai aussi fait beaucoup d'observations, ce qui était un petit peu une nouveauté pour moi parce que les observations dans l'univers de l'édition, c'est plus compliqué, sauf à se faire embaucher ou à être stagiaire dans une maison d'édition. Vous n'avez pas assisté à des vraies interactions, à des réunions. Enfin, pour moi, c'était difficile. C'était à chaque fois, c'était rapporté par la personne qui me racontait comment ça se passait. Mais là, j'ai vraiment pu faire de l'observation, essayer de voir comment les catégories de jugement, de classement des libraires se mobilisaient. Étaient mobilisés. Ça, c'est très facile. Même, j'imagine que tout le monde peut le faire en allant dans une librairie. Si on voit quelqu'un arriver, demander un conseil,
on voit à peu près comment ça se passe. Et puis surtout, moi, l'observation la plus importante que j'ai faite, c'est que j'ai eu la chance d'être acceptée par le principal institut de formation au métier de libraire, qui s'appelle aujourd'hui l'école de la librairie. À l'époque, ils étaient à Montreuil, ils ont déménagé depuis. C'était juste avant le confinement et ils forment énormément d'étudiants. Déjà, ils ont une licence professionnelle, ils ont des cycles de formation au métier de libraire et ils ont aussi des formations courtes qui durent 2 semaines. Qui sont un peu vraiment devenir libraire en 15 jours, quoi. C'est vraiment très, très intense, avec un grand stage entre les deux. Et ils ont accepté que j'assiste à 2 semaines de cours intensifs, de 9h du matin à 18h le soir, avec tous les cours possibles, avec un petit groupe d'une vingtaine d'apprentis libraires qui, pour la plupart, avaient entre 30 et 50 ans et qui étaient en reconversion. Donc, c'était... là, pour le coup, c'était vraiment assez formidable d'assister à comment on inculque des bonnes pratiques, qu'est-ce que c'est qu'une bonne librairie, comment est-ce qu'il faut s'y prendre en termes de gestion, comment on accueille une cliente ou un client. Ils faisaient des jeux de rôle, enfin, il y avait des choses vraiment très, très intéressantes. Et par ailleurs, j'ai aussi, de manière très classique, j'ai travaillé sur énormément de ressources documentaires, parce qu'il y a beaucoup de choses sur des enquêtes, il y a beaucoup d'organismes qui produisent des choses d'analyse économique, socio-économique sur le métier de libraire, sur les ventes en librairie, sur les différents circuits de vente. Il y a régulièrement des assises de la librairie, des rencontres. Donc là, j'ai beaucoup écumé toutes ces rencontres professionnelles, lu des choses, lu tout ce qu'ils produisaient, etc. Et puis dernier, peut-être... matériaux que j'ai mobilisés, c'est un corpus de presse, parce qu'une des choses qui avait attiré mon attention sur la librairie au début de ce travail d'enquête, c'est vraiment la restitution médiatique qui m'avait alertée sur le fait que la figure du libraire devenait une sorte de héros des temps modernes, quoi. C'était mon petit libraire de quartier. Il y avait une valorisation assez incroyable, en tout cas dans la presse écrite, qui était ce que je regardais le plus, de la figure du libraire indépendant, qui était un petit peu un héros culturel contre Amazon, quoi. C'était le libraire contre Amazon, contre le monde sans âme qui vient, des médiations complètement déshumanisées, et le libraire incarnait une figure de résistance dans des quartiers très divers, à la fois en centre-ville, mais aussi dans des zones néo-rurales. Et donc, j'avais été intriguée par ça. Donc, j'ai fait une petite analyse de corpus de presse sur 20 ans et en essayant à partir d'une base sur Europresse, de voir comment les libraires indépendants étaient... abordés, traités, avec quel type de thématiques, de sémantique, etc. Pour travailler sur cette évolution de la figure de libraire. Et pour le dire très rapidement, en fait, ce qu'on observait vraiment de manière flagrante, c'était le passage d'une vision un petit peu sous le mode de la déploration, une espèce en voie de disparition. Un petit peu comme on pourrait parler aujourd'hui des glaciers, quoi. On les adore, mais ils sont en train malheureusement de fondre sous nos yeux et un monde s'écroule. C'était à peu près ça au début des années 2000. Et progressivement, on est passé à une valorisation beaucoup plus positive, assertive, vraiment. C'est les libraires, les libraires sont là, les libraires sont en résistance, ma librairie, cet espace enchanté, etc., etc. Toujours sur la méthode, quels ont été les critères que vous avez retenus pour définir, identifier, sélectionner la librairie indépendante que vous avez étudiée dans les 2 contextes, France et Grande-Bretagne ? Alors ça a été une grande difficulté de l'enquête, parce que en France, il y a à peu près 3300 librairies indépendantes, qui sont... Il y a différents modes de calcul, mais si on veut vraiment être sur la librairie indépendante, c'est-à-dire où c'est une personne physique qui détient
au moins la moitié du capital, qui n'appartient pas à une enseigne ou à un groupe, etc., etc. Il y en a 3300, ça va des toutes petites avec une personne à des très grosses librairies, comme il y en a par exemple à Bordeaux avec Mola, qui est la deuxième plus grosse librairie de France, qui a 150 000 ouvrages à disposition, bon voilà, qui est un espèce de temple du livre. Moi, je voulais me focaliser sur cette période, ce basculement au début des années 2000 vers ce nouveau type de librairie à très fort caractère culturel. Et donc, je me suis intéressée plutôt majoritairement à des petites et moyennes librairies, pas les très grosses qu'on connaît tous. Chaque grande ville en France a une librairie de référence d'une certaine manière. Kléber à Strasbourg, je parlais de Mola à Bordeaux, Ombre Blanche à Toulouse, etc. Mais ça, c'est des librairies qui ont été créées il y a longtemps, et pour certaines, il y a très longtemps. Donc moi, je m'intéressais plutôt aux néo-libraires, pour reprendre le terme de néo-commerçants, c'est-à-dire celles et ceux qui se disaient au tournant des années 90 je suis allée jusqu'en 2018, je crois que la dernière que j'ai prise en compte, elle a été créée en 2018, de dire, voilà, les conditions économiques sont ce qu'elles sont pas très bonnes, mais moi, j'ai envie d'ouvrir une librairie. Donc, je m'intéressais plutôt à ces nouveaux profils. Et là, le choix est énorme parce que il y en a, en gros, il y a une 50aine de nouvelles librairies qui sont créées tous les ans en France. Bon an, mal an. Il y a des années beaucoup plus fastes où ça monte jusqu'à une centaine. Jusqu'en 2022, c'est monté jusqu'à plus de 100, entre les reprises et les créations ex nihilo. Et au début des années 2000, c'était plutôt autour de 20-25 par an. Donc ça a fortement augmenté. Donc comment est-ce qu'on fait le tri ? Comment est-ce qu'on choisit ? Peut-être par... c'est quelque chose c'est une méthode qu'on peut adopter, c'est-à-dire de dire, je peux pas tout prendre, faire un échantillon raisonné, c'est ce vers quoi je peux tendre. Donc essayer de diversifier les implantations, les styles, les types de profils. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, de panacher entre des librairies de tailles différentes, à la fois en banlieue, à Paris, dans des grandes villes, à la campagne. Mais je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité. J'en ai une grosse trentaine pour la France. Une petite dizaine pour la Grande-Bretagne. J'ai été obligée de réduire mes ambitions du fait du Covid, parce que j'étais partie pour aller au-delà de Londres et de la banlieue de Londres, et j'ai été obligée de m'arrêter parce que c'était plus possible de rendre visite à ces établissements. Mais j'ai considéré que voilà, ça donnait une idée raisonnable de ce qui se jouait, sans vouloir évidemment prétendre à une exhaustivité assez impossible, quand on est dans du qualitatif en tout cas. Dans la première partie, vous parlez d'un renouveau des librairies indépendantes au début du XXIe siècle, et même une forme de renversement où ce qui semblait un handicap pour ce type de commerce, ça devient un avantage comparatif par rapport à d'autres circuits de distribution, par rapport aux plateformes. Comment vous expliquez en fait ce renouveau des librairies que vous observez à la fois en France et en Grande-Bretagne ? C'est vraiment multifacteur, c'est difficile d'isoler un seul facteur. Il faut peut-être retracer un petit peu le contexte dans les deux pays. Amazon arrive en Angleterre, en Grande-Bretagne, en 1998. C'est un des premiers pays européens dans lequel la plateforme s'installe. Et ça va coïncider. Il y a vraiment une question de timing d'une certaine manière. Ça va coïncider avec un point de bascule très très important pour la Grande-Bretagne, qui est l'abandon du système qui prévalait depuis un siècle là-bas, qui est ce qu'on appelle le Netbook Agreement, qui était un accord interprofessionnel entre les libraires, les éditeurs, les bibliothèques. C'est un prix unique du livre qui ne dit pas son nom, et qui a précédé, puisqu'il date de 1900, qui a précédé de 81 ans la loi Lang. Donc pendant très longtemps, le monde du livre en Grande-Bretagne a été régi par un système de prix unique, et le Netbook Agreement a été abandonné en 1995.
Donc, 95, il y a cette protection pour les libraires qui disparaît très brutalement et qui va avoir un impact énorme sur tout ce tissu très, très riche et très diversifié de librairies familiales, de petites librairies de tailles très diverses, un peu partout sur le territoire. Et l'arrivée d'Amazon au même moment. Donc, ça a fait une sorte de situation très, très compliquée qui va amener les librairies à être complètement laminées pendant 20 ans et là, pour le coup, à vraiment presque disparaître. Puisqu'il y a plus de la moitié des librairies indépendantes qui ont disparu. Donc c'est assez inédit. Il n'y a pas de pays qui ait connu une situation aussi extrême. Et ça fait presque une situation de laboratoire. C'est-à-dire tout le monde peut regarder, dire voilà, on sait ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, on a vraiment du recul par rapport à 95. On sait quel est l'impact et en France, ça a eu un effet aussi parce que les acteurs politiques et les éditeurs ont réalisé ce qu'ils devaient à la loi Lang, si tant est qu'ils aient pu un peu l'oublier. Donc, il y a un contexte vraiment spécifique pour la Grande-Bretagne. Mais en France, voilà, c'est les mêmes logiques, en fait, où on a quand même une concentration croissante dans le secteur de l'édition, un effritement de la part de marché des librairies, même si la loi Lang contribue à les protéger. Mais la librairie indépendante, c'était, dans les années 70, c'était la moitié des parts de marché pour les ventes de livres. Aujourd'hui, c'est autour de 20%. Donc ça s'est effrité. Ça n'a pas, c'est encore important, hein, c'est 21, 22%, enfin tout dépend comment on calcule, mais c'est à peu près ça. Et là, je parle que de la librairie indépendante. Hein. Si on rajoute les chaînes de librairie, et c'est plus, si on prend en compte la librairie physique, ça sera beaucoup plus que 20%. Donc, il y avait tout ce contexte, en fait, de concentration croissante, à la fois dans le monde de l'édition et dans l'espace de la distribution du livre, avec les FNAC. Les librairies ont beaucoup souffert de l'implantation des FNAC, des espaces Leclerc, des Cultura dans les années 90. Et puis après, en 2000, donc en France, c'est en 2000 qu'Amazon est arrivé. Donc c'est vague après vague, d'une certaine manière. Donc à chaque fois, ils perdent des parts de marché. Mais on peut expliquer ça en France aussi par l'attachement à la loi Lang. Hein. Il y a quand même un consensus très fort autour des bienfaits de la loi Lang, que ça soit du côté des éditeurs que du côté des libraires et des acteurs institutionnels. Donc il y a une volonté quand même malgré tout de vouloir préserver le tissu des librairies en France. Donc il y a un cadre institutionnel particulier, il y a une volonté, il y a peut-être un attachement aussi de certaines parties du public à la librairie. Et je pense aussi que 20 ans, ça fait 20 ans plus de 20 ans qu'Amazon fait partie de notre univers quotidien. Il y a aussi, malgré tout, une forme de résistance ou de ras-le-bol ou par rapport à certaines conséquences des plateformes. Voilà, on parle beaucoup de la plateformisation de la culture, on a ça dans d'autres secteurs, mais dans le secteur du livre, ça rencontre des résistances particulières. Et donc, les libraires ont pu, d'une certaine manière, incarner une sorte de refuge ou de repoussoir par rapport à ce type de consommation, de standardisation, même si Amazon reste important, mais fait jeu égal en France. Hein. Amazon et les librairies indépendantes, c'est pareil. Enfin, je dis Amazon, on n'a pas les chiffres exacts. Hein. Amazon ne communique pas sur son chiffre d'affaires, mais on connaît la part d'Internet, des achats via Internet de livres en France, et c'est autour de 19%, 19-20%. Donc, à quelques points près, les plateformes font jeu égal avec le réseau des librairies indépendantes. En Grande-Bretagne, le rapport de force n'est pas du tout du même ordre. Donc, on peut voir l'effet de l'abandon d'un système de prix unique. Internet, c'est 40% du marché. Et les librairies indépendantes, on n'a même pas les chiffres.
Donc j'ai dû vraiment batailler pour essayer d'avoir un ordre de grandeur, puisque ça intéresse tellement pas qu'on a même personne à penser à agréger les chiffres ensemble de la librairie indépendante. C'est autour de 7%. Donc voilà, 40%, 7%, et de l'autre côté, 19, 21, à quelques points près selon les années. On n'est pas dans la même configuration. Donc vous avez aussi étudié le profil, le parcours de ces responsables de librairies indépendantes ou des aspirants libraires que vous avez croisés à l'école de la librairie. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur leur parcours, leur profil? Qu'est-ce qui les rapproche d'autres professions artistiques et culturelles? Et comment ils font face à cette dimension commerciale, gestionnaire du métier de libraire? Alors, il y a deux types de... Il y a deux trajectoires possibles, enfin deux que j'ai pu identifier. Vous avez les libraires qui, en fait, dès leurs études, ont voulu être libraires. Donc, on fait des formations, que ça soit une licence professionnelle, un BTS, ils sont passés par un IUT métier du livre, un master. Enfin, on peut arriver à différents niveaux possibles. Et puis, qu'on fait leur classe progressivement, qui ont été apprentis dans une librairie, qui ont été ensuite embauchés, etc. Donc ça, c'est un premier type de profil. Mais c'est pas ceux qu'on rencontre le plus au niveau des responsables ou des gérants. Parce qu'il faut quand même un peu de capital économique pour acheter une librairie ou reprendre une librairie. C'est quand même assez lourd financièrement. Et le deuxième type de trajectoire, et là j'en ai rencontré vraiment beaucoup, mais je pense que c'est un biais de l'échantillon aussi, c'est-à-dire comme c'était des néo-libraires, c'était beaucoup des gens qui avaient été pris dans cette espèce d'engouement autour de ce type de reconversion professionnelle. Donc inévitablement j'avais beaucoup de gens qui étaient sortis de ce qu'ils faisaient avant, la plupart du temps autour de la quarantaine, qui est un bon moment pour se dire où vais-je, qui suis-je et qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et donc beaucoup viennent d'univers professionnels très diversifiés. On voit quand même inévitablement des gens qui viennent de l'enseignement. L'enseignement secondaire, qui ont été profs de français, profs d'histoire géo. Enfin, il y a quand même pas mal d'ex-profs ou journalistes. Enfin, tout ce qui sont les métiers de l'écrit ou de l'éducation en général, mais pas seulement. Et ça, j'étais plus surprise de voir ça aussi. Il y a aussi toute une frange de personnes qui viennent de l'entreprise, du monde de l'entreprise au sens classique du terme, qui ont travaillé dans des départements marketing, publicité, qui étaient ingénieurs, centres de formation, enfin très très divers. Et qui, bon après l'âge, on peut faire un âge moyen, mais ça importe peu. Il y en avait qui avaient la cinquantaine aussi. C'était très éclectique. Soit bien sûr à l'occasion d'un licenciement. Voilà, je suis licenciée, je pars avec un pécule de mes négociations de licenciement ou voilà. Donc je vais en profiter pour créer une librairie, pour me lancer. Soit démissionnent et disent voilà, et là maintenant je veux faire un métier qui a du sens. Le terme qui revenait tout le temps, c'est un métier qui a du sens. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'en termes de reconversion, je pense que ces deux univers, la librairie et l'entreprise, enfin des cadres d'entreprise au sens large, sont pas si éloignés que ça. D'une certaine manière, ils peuvent convertir les compétences qu'ils ont acquises en entreprise, en particulier quand c'est des cadres qui ont occupé des fonctions importantes, parce qu'il y en avait beaucoup malgré tout. Ça leur donne une aisance pour faire un business plan, pour négocier avec les différents organismes susceptibles de leur donner des subventions à l'ouverture, de les aider, de leur faire un prêt à taux zéro, enfin tous les mécanismes qui existent d'aide à la création ou à la reprise de librairie, d'arriver avec un bagage professionnel et un certain nombre de compétences techniques et en particulier financières.
C'est-à-dire, moi, un compte de gestion, ça me fait pas peur, je sais. Donc, l'univers de la boutique, d'une certaine manière, est pas si éloigné des compétences classiques qu'on peut avoir en entreprise. Et ce que j'ai pu voir au niveau des personnes qui étaient en formation, dans ce module de formation, c'est que celles et ceux qui venaient de l'éducation nationale ou qui avaient des profils littéraires, qui avaient travaillé dans la photographie, dans l'art, et il y en avait, étaient beaucoup plus angoissés à l'idée de tout cet aspect gestion parce que c'est assez compliqué une librairie quand même. Il y a les retours, on peut retourner les ouvrages qu'on a commandés. Le fond de roulement est super important. Si on veut pas plonger, il faut vraiment faire très très attention. C'est une espèce et puis imaginez une librairie avec 15 000 ouvrages. Faut avancer les fonds en fait. Vous avez 15 000 ouvrages en rayon ou 10 000. Faut avancer tous ces fonds-là. C'est-à-dire, on peut être remboursé si on ne les vend pas, il y a un droit de retour, mais ça va être dans 6 mois, pas maintenant. Donc, si vous les vendez pas, tant que vous les vendez pas, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Donc, il y a vraiment des principes de gestion qui sont ultra importants et des réflexes de gestion à avoir. Et les profils littéraires sont en général assez inquiets par rapport à ces compétences-là. Ça ne veut pas dire qu'ils font des mauvais libraires après, bien sûr. Mais voilà, être à l'aise avec les chiffres joue en faveur de reconversion plus aisée. Vous notez en fait que ces libraires indépendants, ils sont très attachés à leur autonomie dans la composition des assortiments de livres qu'ils proposent. Et est-ce qu'on peut noter qu'ils accordent une place importante aux éditeurs indépendants ou aux ouvrages qui sont moins médiatisés? Quels sont les critères avec lesquels ils composent leur assortiment? Alors, l'assortiment, c'est vraiment le cœur de leur métier. Donc, l'assortiment, c'est ce qui est quand vous entrez dans une librairie, il y a un peu plus de 800 000 ouvrages disponibles en France aujourd'hui. Aucune librairie peut avoir 800 000 ouvrages. C'est impossible. Il va falloir qu'elle choisisse. Et donc, construire cet assortiment, c'est-à-dire construire quels ouvrages je vais avoir, c'est ça qui fait l'identité d'une librairie. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont incontournables, plus ou moins, mais voilà, on peut peut-être raisonner en 3 tiers, qui sont pas exactement des tiers. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais disons que le premier socle ou le premier tiers, c'est les nouveautés. Les ouvrages dont tout le monde parle, le dernier prix Goncourt, le prix Interallié, le bouquin qui fait scandale en ce moment. Voilà, c'est difficile pour une librairie de pas avoir ces ouvrages-là. Donc, c'est du suicide que de ne pas les avoir. C'est des ouvrages qui se vendent facilement, qui leur demandent pas trop de travail. Ils les mettent bien en évidence. Voilà, ça, c'est le premier tiers. Le second tiers, et ça, au centre de formation des libraires, ils insistaient beaucoup là-dessus. Il faut être en résonance avec ce qu'on appelle la zone de chalandise. C'est-à-dire avoir une librairie ici, dans le 17e, un peu gentrifié de Paris. C'est pas la même chose qu'avoir une librairie à Rosny-sous-Bois ou à Saint-Denis ou dans un village de Picardie. On est obligé, et c'est normal, d'essayer de répondre aux attentes de sa clientèle. S'il faut, par exemple, beaucoup d'ouvrages parascolaires parce que c'est une clientèle familiale, ou s'il y a une forte demande en manga, en ouvrage jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de familles, il faut répondre à sa clientèle. Un bon libraire répond à sa clientèle. Et puis le dernier tiers, et c'est d'une certaine manière le plus important pour justement créer une identité singulière qui fait que c'est pas du tout venant, c'est pas la même chose qu'aller au rayon livre de Monoprix ou d'un supermarché. C'est là où le libraire va exprimer sa personnalité, sa patte, ses choix singuliers. Et c'est là-dessus que beaucoup de choses se jouent. Et c'est là aussi où le libraire indépendant va jouer son identité de libraire indépendant. C'est-à-dire, je suis pas qu'un vendeur, je construis l'offre. C'est-à-dire que je vais essayer de faire partager à ma clientèle les livres que j'aime,
les maisons d'édition qui sont importantes pour moi, même si elles sont peu connues, même si c'est des petits éditeurs. J'en ai marre des prix du cirque médiatique autour des prix littéraires à l'automne. D'accord, je les ai, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je vais vous dénicher des pépites chez des petits éditeurs indépendants que vous connaissez moins. Mais moi, je suis un professionnel. Je passe mon temps à lire ces livres. Je connais les catalogues à fond. Et je sais quelle maison d'édition, en tout cas, me parle, me passionne. Donc, c'est éminemment subjectif. Mais c'est pour ça aussi que, sans doute, vous allez venir dans ma librairie. Parce que je vais vous faire découvrir des bouquins que vous connaissez pas et qui potentiellement vous intéressent. Donc, évidemment, je dis un tiers, c'est pas de cet ordre-là. Mais on peut s'amuser quand on rentre dans une librairie, et à Paris, en région parisienne, on en a beaucoup à se mettre sous la dent, d'aller regarder un petit peu où est-ce que la libraire ou le libraire joue son image, et donc défendre des petits éditeurs. Ça peut être des éditeurs régionaux aussi, hein. Il y a beaucoup ça. Si vous êtes un éditeur en Bretagne, il va inévitablement, ça va être bien de mettre en valeur du polar breton ou que sais-je. Ça a plus de sens que dans la région de Nice, hein, même si peut-être qu'on a un libraire à Nice qui est passionné de Bretagne. Et aussi, le deuxième point qui va être très important, au-delà des petite maison d'édition contre le mainstream, en fait, le tout venant littéraire, ça va être les ouvrages de fond. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les ouvrages de fond ? C'est ceux qui sont pas des nouveautés. Tout ce qui a plus d'1 an est du fond. Hein, c'est vraiment très simple comme définition. Donc, un livre sorti il y a 3 ans, même de David Funkinos, enfin d'un habitué des meilleures ventes, c'est du fond pour une librairie. Donc maintenir des titres qui ne sont plus d'actualité, qui peuvent être des classiques, qui peuvent être des ouvrages de sciences humaines qui sont considérés comme importants, même s'il n'y a aucune actualité autour de cette autrice ou cet auteur. Faire des tables thématiques sur des thématiques qui intéressent les libraires. Voilà, c'est sur ces choses-là que ça va se jouer. Donc, on peut observer ça beaucoup. Là, on revient à la thématique de la médiation sur les vitrines, les tables, les coups de cœur, les lutrins qui sont mis un peu de côté avec des petits mots écrits, où on voit toute cette mise en scène, en fait, d'une offre éditoriale qui va être singularisée pour attirer l'attention des clients sur autre chose que peut-être ce qu'ils ont entendu dans les médias et sur les réseaux sociaux, etc. Donc dans la deuxième partie, vous montrez aussi que cette catégorie de librairie indépendante, elle a été façonnée par les pouvoirs publics, l'État, le Centre national du livre, les organisations professionnelles. Quel est l'idéal en fait de librairie indépendante promue par les pouvoirs publics, et quelles ont été les luttes de définition qui se sont jouées autour de... Vous évoquez 2 principaux labels qui ont été mis en place, et comment les libraires sont emparés un petit peu de ces labels officiels. Alors ça, c'est un aspect vraiment très intéressant. Enfin, j'ai trouvé que attraper la librairie indépendante par le biais des différentes institutions, et en particulier du ministère de la Culture, parce que une des spécificités de la librairie en France, c'est que bien que ce soit des commerces, depuis la loi Langue, les librairies dépendent du ministère de la Culture et pas du ministère, par exemple, en Grande-Bretagne, c'est le ministère de l'Industrie. Et donc, ça leur confère aussi une identité particulière, hein, même si c'est le maillon commercial, elle relève du ministère de la Culture. Et puis, il y a un certain nombre d'organismes très importants en France, comme le Centre national du livre, qui attribue des aides, que ce soit aux auteurs, aux festivals, aux maisons d'édition, mais aussi aux librairies, qui jouent un rôle très, très important, puisqu'il y a des commissions qui étudient les dossiers. Donc, par le biais des subventions, il y a effectivement un rôle d'orientation, c'est-à-dire qu'est-ce que la puissance publique, par le biais du Centre national du livre notamment, mais aussi d'autres organismes, promeut comme type de librairie idéale. Donc, j'ai fait aussi beaucoup d'entretiens avec des responsables du ministère de la Culture, du Centre national du livre, du syndicat national de la librairie,
le SNL, qui est là aussi un organisme très important, qui s'est unifié tardivement parce que pendant longtemps, les libraires, en fait, il y avait des syndicats concurrents entre les grandes librairies, les petites librairies, les librairies plutôt culturelles, les librairies plutôt marchandes, traditionnelles. Enfin, il y avait des guerres intestines très, très puissantes. Donc, il y a un syndicat unifié de la librairie uniquement depuis 1997. Donc, c'est quand même assez récent. Et le syndicat donc, qui maintenant rassemble tous les types de librairies a à la fois a une force importante du fait d'être le syndicat unique pour parler au nom des libraires, mais en même temps, il doit jongler en permanence entre des définitions concurrentes entre les chaînes de librairies, les petites librairies indépendantes à caractère très culturel, qui peuvent avoir une vision peut-être un peu puriste de la chose, et ceux qui sont plus du côté du commerce traditionnel. Donc, ils doivent en permanence jongler entre ces différentes définitions de la librairie. Donc j'ai essayé de voir voilà qu'est-ce que ces différents organismes défendaient comme type de librairie, et ce qui apparaît en fait il y a deux notions qui me sont apparues comme étant très importantes. C'est celle de la qualité, c'est-à-dire que d'une certaine manière ce qui est induit, c'est que la librairie indépendante, c'est la librairie de qualité, même si la plupart des organismes ne le diront pas comme ça, parce que c'est problématique de le poser comme ça. Et en particulier, au niveau du ministère de la Culture, ils ne tiennent pas du tout ce type de discours. Eux, c'est plutôt, il faut qu'on ait tous les types de commerce du livre. Selon les territoires, il y a des besoins différents, il y a des fractions du public différentes. Donc nous, ce qu'on promeut, c'est la variété. Mais malgré tout, il y a cette espèce d'équation un petit peu sous-jacente qui est, nous, ce qu'on défend, c'est la librairie de qualité. Et le Centre national du livre est sur une position un peu plus complexe. Et il y a aussi un dernier organisme dont j'ai pas parlé qui s'appelle l'ADELC, qui est une émanation des grandes maisons d'édition comme Gallimard, Minuit, La Découverte, qui se sont créées en 1988 pour aider les librairies. C'est-à-dire cette idée que les éditeurs ont réalisé qu'ils avaient besoin des librairies. S'il n'y avait plus de librairies, leur métier changeait complètement. Donc ils donnent des aides, ils attribuent des aides très importantes à la création et à la reprise de librairies. Et avoir une aide de l'ADELC, c'est un petit peu comme dans le milieu du cinéma, avoir une aide du CNC. C'est-à-dire, ça déclenche les autres aides. C'est un signal fort de qualité du projet qui est envoyé. Donc ça, c'est le premier type de librairie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une librairie de qualité ? Parce qu'il faut quand même essayer de voir ce qu'il y a derrière ce nouveau terme assez opaque. Derrière la librairie de qualité, malgré tout, c'est une librairie de création. Alors, je suis désolée, je donne encore un terme un peu obscur. La librairie de création, c'est-à-dire une librairie qui prend des risques, qui n'est pas uniquement sur des ventes assurées, sur ce qui tourne tout seul, sur les best-sellers, sur les prix littéraires. C'est une librairie qui, en lien avec les éditeurs de création, lance des nouveaux auteurs, les accompagne, les promeut auprès du public, donc prend des risques conjointement avec les maisons d'édition. C'est ça la librairie de qualité. C'est d'une certaine manière le refus du facile. Facile à lire, facile à vendre. Même si c'est évidemment pas dit comme ça. Et la deuxième notion très importante dans les librairies qui sont promues, récompensées par les aides, par les différents signaux d'encouragement que peuvent donner tous ces organismes, c'est la notion de professionnalisation. C'est-à-dire, on veut des libraires qui sont des bons gestionnaires, qui sont professionnels. Pas des espèces de touristes qui ont un fantasme de librairie. Ça serait génial, j'ouvrirais ma librairie, il y aurait des chats partout et ça serait trop sympa, il y aurait un petit salon de thé au-dessus. Ça leur fait peur, ce genre de... Donc, ils essayent de déconstruire auprès des aspirants libraires les fantasmes entourant la librairie.
Attention, la librairie, c'est dur. Faut pas compter ses heures de travail, faut accepter d'être payé au SMIC pendant des années avec un peu de chance. C'est porter des caisses en permanence, passer son temps à faire des paquets, défaire des paquets. C'est lire le soir quand vous avez le temps, parce qu'en magasin vous avez jamais le temps de lire. Enfin, essayer de s'assurer que les aspirants au métier sont des gens qui ont les pieds sur terre, qui sont professionnels et qui ont compris les enjeux de la gestion d'une librairie. Donc, ils font très attention à ça. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça. Mais tout ce système d'aide, qui est très vertueux en France et qui n'existe pas du tout dans d'autres pays, a d'une certaine manière un revers de la médaille, c'est-à-dire que malgré tout, il y a une vision de quelle est la librairie, le type de librairie souhaitable, qui sont des bonnes librairies. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne librairie? Quel type de littérature on promeut? Et par exemple, un critère qui revient tout le temps et qui est très important pour les différentes institutions dont je parlais, c'est de faire des animations. C'est d'avoir une politique d'animation, d'être très actif, d'inviter des auteurs, d'inviter des directrices et des directeurs de collection, d'organiser des soirées polars, des jeux avec les enfants, des coloriages autour d'une autrice jeunesse, que sais-je, d'avoir une politique d'animation ambitieuse, pas juste des signatures, pas juste Machinette vient signer son dernier ouvrage. Ça, c'est les signatures, les dédicaces, pour eux, c'est le degré. C'est pas un degré intéressant d'animation. Et dans la dernière partie, donc, vous évoquez toutes ces médiations qui singularisent les librairies indépendantes et qui ajoutent un faisceau de tâches aux libraires d'animation, gestion d'événements culturels, communication. Et vous dites aussi que ces libraires indépendants, ils jouent un rôle croissant en matière de prescription dans la fabrique des valeurs des livres. Comment vous expliquez en fait ce rôle croissant des libraires et la confiance que les lecteurs et lectrices accordent plus facilement à des libraires ou à leurs libraires indépendants par rapport à d'autres prescripteurs, que ce soit des critiques? Ça, c'est un phénomène très intéressant. On a beaucoup parlé de la crise de la critique, le fait que les intermédiaires traditionnels étaient remis en cause par des formes plus profanes, plus directes sur les réseaux sociaux, BookTok, etc. Ce qui existe, ce qui est très vrai. Mais le libraire, étonnamment, au sein des intermédiaires traditionnels, ce sont les seuls qui n'ont pas subi de crise de légitimité, bien au contraire. C'est-à-dire, autant les critiques littéraires sont souvent soupçonnés de collusion, d'entre-soi germano-pratin, de renvoi d'ascenseur entre journalistes du monde du monde des livres, et des éditeurs qui sont tous se font des services, s'invitent, etc. Le libraire, il est perçu comme beaucoup plus pur, d'une certaine manière, par rapport à cette économie-là. Pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'il est à la fois professionnel et profane, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on lui reconnaît une légitimité, mais une légitimité pratique. C'est-à-dire, c'est un lecteur, d'une certaine manière, comme vous et moi. Il reçoit les livres, il les lit, il a envie de valoriser un certain type de littérature, mais il n'est pas lié au petit système d'un entre-soi plus ou moins réel ou fantasmé de l'édition parisienne. Donc, il est perçu comme beaucoup plus authentique. On peut lui faire confiance. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir que plus le libraire, d'une certaine manière, affirme sa singularité, plus il est légitime. Il joue aussi par rapport aux formes d'intermédiation un temps perçu comme neutre que pouvaient être les algorithmes ou basés sur nos choix. C'est-à-dire, vous avez aimé ces ouvrages-là, vous aimerez ceci. Ce type de prédiction
reposant sur un outil technique soi-disant parfait, parce que basé sur notre propre système de goût et de choix, il est aussi mis à mal par la recommandation du libraire. Parce qu'un bon libraire, il essaye de savoir ce que vous aimez. Genre, mais vous voulez offrir un bouquin à votre nièce, mais qu'est-ce qu'elle lit, votre nièce, qu'est-ce qu'elle aime, quel âge elle a, voilà, ils essayent. Un bon libraire, ça fait ça essaye quand même de cerner le niveau de lecture, d'envie, de sophistication, etc. Mais il va aussi répondre par rapport à ses goûts à elle ou à lui. C'est-à-dire, mais moi, ce que j'adore, c'est ça. J'ai adoré cette BD. Elle est fantastique. Je pense que votre nièce va bien aimer. Enfin, voilà, quelle que soit la configuration qu'on peut imaginer. Mais donc, je trouve, ils jouent très... Enfin, c'est pas conscient, mais leur position... Le fait qu'ils soient physiquement aussi au contact des lecteurs, puisque la librairie, c'est un espace physique qu'on peut visiter. Et ça devient un avantage. Donc, ils sont à la fois professionnels, on leur reconnaît une connaissance du secteur, de ce qui se fait, de ce qui se dit, et ils passent beaucoup de temps à se tenir au courant. Ils écoutent beaucoup les podcasts, les émissions littéraires, la radio. Ils lisent énormément dès qu'ils peuvent. Mais ce qu'on va chercher en général, enfin les gens qui ont besoin de conseils, parce que tout le monde n'a pas besoin de conseils en librairie, mais les gens qui ont besoin de conseils apprécient le fait. Si vous avez une librairie que vous aimez bien, en général, c'est que vous accrochez avec les libraires ou l'ambiance qu'ils recréent. Donc on va chercher cette singularité-là, cette spécificité-là. Et donc, ils échappent, leur recommandation est perçue comme, voilà, peut-être la personne va se tromper, il va tomber à l'eau dans sa recommandation, mais ça sera une recommandation sincère. Je pense que c'est ça qui est vraiment valorisé. Vous vous rappelez qu'en fait, que ces librairies indépendantes, elles s'adressent plutôt à une clientèle issue des classes moyennes et supérieures, avec un niveau d'études élevé, qu'elles sont en affinité avec un style de vie qui valorise les commerces de proximité. Et comment, en fait, les libraires, en fait, ils concilient cet aspect un petit peu distinctif, élitiste, avec l'ambition de s'adresser à tous. Comment vous analysez-vous les inégalités, en fait, qui découlent de cet aspect un petit peu élitiste ? Pour moi, c'est vraiment le point aveugle des libraires. C'est-à-dire, moi, je connais pas de libraire qui est ouvert ou repris une librairie en disant, moi, je veux m'adresser qu'à des gens qui partagent mes valeurs et qui ont au minimum bac+5 et qui adorent la littérature d'Europe centrale, bon, ou que sais-je. Ça, j'en ai vraiment pas rencontré et ça serait un drôle de projet d'ouverture de librairie. Même s'il y a toujours des librairies quand même, à Paris, j'en connais certaines qui sont vraiment très élitistes et qui induisent quand même je pense que c'est pas facile de se sentir à l'aise dans toutes les librairies. Mais la plupart des nouveaux libraires partent pas du tout sur ce parti pris-là. Et au contraire, il y a une volonté très forte en général de dire, moi, je veux rendre le livre accessible à tous et à toutes. Vraiment, c'est un projet. On retrouve des motifs de l'éducation populaire dans leur motivation. C'est vraiment très fort. Mais c'est amusant de voir que ça marche pas toujours. Que malgré tout, la librairie, et ça c'est un constat qui a été fait de longue date, Escarpite faisait déjà ce constat-là il y a bien longtemps, que les librairies restent des commerces très particuliers qui, en général, s'accordent avec les attentes, les profils d'un certain type de population. Et toutes les enquêtes qu'on a sur la clientèle de la librairie indépendante par rapport à la clientèle qui achète sur Amazon, ou enfin qui achète en ligne, ou qui achète en supermarché, dans les espaces culturels, à la Fnac, c'est socialement beaucoup plus sélectionné. Même si, évidemment, tout le monde peut entrer en librairie, mais on sait que voilà, ça ne suffit pas de dire que l'espace est ouvert. Je pense que la librairie reste pas toujours. Il y a heureusement plein d'exceptions, ça dépend des territoires, etc. Mais les signaux qui sont envoyés, ne serait-ce que dans la disposition de l'espace, la décoration, les meubles, le choix des meubles, tout cela induit une forme de distinction et peut être très intimidant
pour certaines personnes qui se sentent, la plupart du temps, évidemment, à tort, jugées, qui ne peuvent s'empêcher de se sentir jugées et qui préféreront toujours l'anonymat de la vente dans des grandes surfaces ou dans des espaces beaucoup plus grands où personne ne voit ce que vous achetez, où personne ne juge ce que vous achetez. Et c'est d'ailleurs très heureux qu'il y ait plusieurs canaux d'accès aux livres et que la librairie indépendante ne soit pas le seul canal possible d'accès aux livres, parce que ça serait sans doute problématique en termes d'accès aux livres. Et c'est d'ailleurs, je fais juste une petite incise sur ça, c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'Amazon se défend à chaque fois sur ça. C'est-à-dire que Amazon a fait un recours parce que il y a je sais pas si vous connaissez une loi qui est passée en 2021 qui s'appelle la loi Darcos, qui dans la foulée du confinement et de toute les librairies qui sont devenues commerce essentiel, qui ont été extrêmement valorisées parce que la peur c'était que tout bascule sur le circuit numérique. Donc la loi Darcos, c'est une loi qui fait que quand on commande des livres en ligne, on est obligé de payer 3 €, quel que soit, jusqu'à un certain seuil, 3 € de livraison, pour cesser la livraison gratuite qui était pratiquée par Amazon et qui leur permettait d'une certaine manière de contourner un petit peu la loi Lang, enfin l'esprit de la loi Lang avec le prix unique partout. Et donc Amazon a pas du tout apprécié la loi Darcos, a fait beaucoup de lobbying pour éviter qu'elle soit promulguée. Et leur grand argument, c'est de dire c'est une loi antidémocratique. En fait, on dit que la lecture est en danger en France et en même temps, pour tous ces gens qui n'ont pas accès à des librairies sur le territoire, dans les territoires ruraux, éloignés de librairies, etc., en fait, vous rendez l'accès aux livres encore plus cher en rajoutant 3 € par commande. Donc, c'est une loi profondément antidémocratique. Nous, on est du côté de la diffusion. Nous, on défend vraiment le livre et la lecture. On est favorable à une diffusion la plus large possible. Et il faut absolument supprimer ce seuil de 3 €. Donc, c'est intéressant de voir que cet argument est bien utilisé, utilisé à bon escient par Amazon. Merci beaucoup. Donc, on peut peut-être passer aux questions du public. Donc, bonjour et merci beaucoup. J'ai 3 questions. Je vais essayer d'être claire dans leur formulation. J'en ai une première qui me vient, qui est un peu pratico-pratique. Plutôt que d'acheter sur Amazon, un certain nombre de personnes se font un point d'honneur d'aller en librairie. Mais dans la librairie de son quartier, on ne trouve pas toujours le livre que l'on cherche. Parce qu'il y a aussi cette logique on a une attente très précise d'un livre à acheter, par exemple. Dans ces cas-là, il existe notamment Place des libraires qui permet de savoir où se trouve tel livre, mais c'est pas forcément juste à côté de chez soi. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure les libraires sont confrontés à des commandes de livres qui ne font pas partie du stock qu'ils avaient prévu initialement, et comment ça vient. Déjà, comment ils réagissent à ça? Est-ce qu'ils y sont très confrontés ou finalement pas tant que ça? Et dans quelle mesure ça vient peut-être modifier leurs pratiques ou autre? Une deuxième question, ce serait de revenir en fait sur la notion de qualité. Apparemment, si j'ai bien compris, pas vraiment portée par le ministère de la Culture pour ce qui est des librairies indépendantes, mais j'ai peut-être mal entendu. J'étais surprise par ça parce que dans, par exemple, le spectacle vivant, ça a été une notion qui était phare, la notion de qualité, et qui était même représentative d'une aide publique pour ce secteur. Donc, du coup, je voulais mieux comprendre comment ça avait pu être une autre notion qui soit favorisée ici, et dans quelle mesure ça peut aussi être un élément de mise en perspective des secteurs ou des filières au sein du ministère de la Culture, les unes par rapport aux autres. Merci pour ces 2 questions déjà. Alors, pour répondre à la première, les commandes de livres, c'est un classique des librairies.
Normalement, en plus, il y a un cadre législatif, c'est-à-dire que une librairie ne peut pas refuser une commande de livres. Alors ça, en plus, petite parenthèse, c'est devenu un problème assez aigu récemment parce que il y a certains libraires, par exemple, qui refusent d'avoir les livres de Zemmour, pour prendre un exemple au hasard, et ils doivent faire très attention parce que autant ils peuvent ne pas l'avoir en magasin, ça c'est leur droit le plus strict. Ils construisent leur assortiment. S'ils disent moi c'est ma librairie, il n'y a pas un livre de Zemmour qui sera présent tant que je serai vivant. Ça, je l'ai entendu souvent. Mais par contre, s'ils ont quelqu'un qui entre en librairie, et qui leur dit « Je voudrais le livre de Zemmour, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas ?» Ils sont obligés de le commander. Le refus de commande, c'est très encadré par la loi. Mais ça, c'est vraiment pour l'anecdote. C'est pas l'essentiel des commandes. Donc effectivement, en plus, ça s'est beaucoup développé avec le click and collect, par le fait que tous les libraires aujourd'hui ont un site plus ou moins bon, mais quand même plutôt bon que mauvais. Ça a été renforcé par le confinement, c'est-à-dire ceux qui avaient jamais vraiment eu le temps d'investir cette dimension-là, ils l'ont vraiment investi. Donc ils ont aussi toute une mise en scène des ouvrages, de leurs coups de cœur, des nouveautés ce mois-ci, etc. Et c'est pas seulement fait dans l'espace de la librairie, mais c'est aussi sur leur site vitrine. Et beaucoup soit renvoient à des sites effectivement de commandes groupées entre libraires parisiens, par exemple, ou autres, soit eux-mêmes assurent la commande. Donc qu'on entre dans une librairie physiquement ou qu'on commande sur Internet, enfin, ça, on peut le faire très facilement. On cherche tel bouquin, on regarde sur un réseau où est-ce qu'il est dans mon quartier. Bon, ça, c'est sans doute un privilège de Parisien aussi, de pouvoir jouer entre différents endroits, de se dire, il y en a une pas trop loin, je vais essayer d'y passer. Ou sinon, on le commande et on reçoit un texto qui vous dit, votre livre est arrivé. Et on va le récupérer. Donc ça, c'est vraiment, ils ont une grosse activité de commande, les libraires. Et un des enjeux pendant longtemps, ça a été justement pour contrer Amazon qu'il n'y ait pas des délais de livraison trop longs. Que les livres puissent être là dans les 2-3 jours. C'est-à-dire que, sauf cas particulier, les libraires peuvent assurer la livraison vraiment sous 2 jours, 3 jours. Ils considèrent que c'est un petit peu aujourd'hui le seuil de tolérance d'un client lambda, c'est de se dire si je l'ai dans 3 jours, ça va. Par contre, si vous me dites dans 15 jours, ça va être plus compliqué. Et là, je vais aller regarder sur Amazon si je peux pas me le faire livrer beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre demande sur les commandes. Donc ça a toujours été important les commandes, mais ça s'est encore fluidifié et sans doute rationalisé du fait d'amélioration logistique aussi au niveau de la distribution des livres. Il n'y a pas un petit dépit par rapport à la distinction entre les éléments qui sont commandés et les livres qui sont déjà dans le fond du libraire parce qu'il a souhaité les avoir, vous voyez ? Non, ça vraiment, j'ai jamais observé ça. Au contraire, je pense que les libraires sont très soucieux de dire, voilà, nous, il n'y a pas qu'Amazon, nous aussi, on peut commander les livres. C'est facile, Amazon, c'est des entrepôts. La plupart du temps, eux aussi, ils n'ont pas tout sur place, ils sont obligés de commander. Si on veut être un acteur important du livre, on peut pas tout avoir. Je sais pas, une librairie parisienne, c'est 15 000, 10 000, 15 000. Donc, si on est un peu pointu sur un secteur, je sais pas si on peut s'amuser à faire l'expérience. Vous allez dans n'importe quelle librairie autour de chez vous et vous regardez sur des bouquins que vous aimez bien, qui sont pas des nouveautés. Est-ce qu'ils les ont ? Bon, ça dépend. Il y en a qui ont un fonds qui est quand même assez limité aussi. Toutes les librairies n'ont pas un fonds important du fait du manque de place. Donc, s'ils commandaient pas, ça serait vraiment problématique. Je pense que là, il y aurait un gros souci. Non, il n'y a pas de dépit, ça. J'ai pas observé ça. Et pour ce qui est de la deuxième question, donc sur la notion de qualité, je veux pas dire que le ministère de la Culture défend pas la qualité de la librairie, évidemment.
que non. Mais en fait, il y a une crainte qui est très présente dans en tout cas chez les fonctionnaires du ministère de la Culture et les différents responsables du département du livre et de la lecture que j'ai pu rencontrer, c'est un basculement qui serait la seule librairie qui vaille, c'est la librairie indépendante, qui devient une sorte de label de vertu. Et ce qu'ils disent, c'est nous, en tant que puissance publique, notre mission, c'est d'assurer que le livre soit présent sur tout le territoire, sous toutes ses formes, pour tout le monde. Donc, je pense qu'ils veillent plus à l'équilibre entre les différents canaux de distribution pour que les modes d'accès aux livres restent les plus riches possibles, tout en connaissant l'importance de la librairie indépendante pour le maintien d'une édition de qualité. C'est quelque chose que j'ai pas eu le temps d'aborder, mais pourquoi est-ce que la librairie indépendante est si importante? C'est que si vous avez plus des acteurs qui prennent des risques sur des jeunes auteurs que personne connaît, enfin jeunes ou vieux, mais que personne ne connaît, qui suit un auteur ou une autrice, qui l'accompagne, beaucoup de maisons d'édition, et même des grosses maisons d'édition, comme Gallimard, disent, nous, sans les libraires, c'est près de 40% de notre chiffre d'affaires. Si on n'a plus les libraires, si on n'a que des circuits de vente qui vendent ce qui se vend tout seul, on peut plus être sur la péréquation qui fait le métier d'éditeur, qui est prendre des risques sur des gens qui sont encore inconnus, qui auront peut-être le prix Nobel dans 25 ans ou dans 30 ans, mais pour l'instant, personne ne les connaît, donc il faut progressivement les installer. Et pour ça, il faut convaincre les libraires. Et c'est pour ça que les maisons d'édition, aujourd'hui, surtout les départements littérature et sciences humaines, passent un temps fou à tester des idées de collection, des projets de livres auprès des libraires. C'est-à-dire que les libraires sont devenus un maillon vraiment très, très important. La rentrée littéraire, elle est présentée en exclusivité et en amont de tout le monde aux libraires. À une sélection de libraires indépendants sur tout le territoire. Ça fait des grandes messes. Le Seuil a été la première maison d'édition à faire ça, et ça c'est aujourd'hui très répandu. C'est-à-dire que si les libraires répondent pas favorablement, si on n'arrive pas à les convaincre que ça c'est le bouquin sur lequel vraiment on a tous eu un coup de cœur, on voudrait que vous défendiez ce livre, on y croit très très fort, il est formidable, etc. Si on n'arrive pas à convaincre les libraires, ça va être difficile. Alors que il y a ce rôle aussi d'être aux avant-postes pour défendre des choses un peu plus difficiles à défendre tant qu'il n'y a pas eu un écho médiatique, etc. Donc c'est pour ça que la librairie indépendante, malgré tout, elle reste, c'est le maillon. À partir des années 90, elle a été définie comme le maillon faible de la chaîne du livre. C'est-à-dire que les différents acteurs de la chaîne du livre ont réalisé que la librairie était fragile et que si on la défendait pas mieux, que le prix unique du livre, ça suffisait pas, et que si on la défendait pas mieux, tout l'écosystème allait en pâtir. Donc voilà, donc la variété, pas seulement l'indépendance, mais en même temps, statut spécial de la librairie indépendante parce qu'elle joue un rôle fondamental dans le système de péréquation qui est à la base des maisons d'édition. Moi, j'ai deux questions. D'abord, à un moment, du coup, vous avez parlé un peu de l'origine des libraires, et en particulier ceux qui viennent de la reconversion, en disant qu'il y en avait beaucoup qui viennent du monde de l'entreprise et d'autres qui viennent du monde un peu intellectuel. Moi, je travaille du coup sur les boutiques de jeux de société, et j'ai aussi vu qu'il y avait un certain nombre de gens qui venaient... Alors, on retrouve, c'est même deux gros pôles de reconversion de manière assez similaire, mais je vois aussi des gens qui viennent du monde du commerce un peu plus général. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi présent, des gens qui viennent d'autres mondes commerciaux, d'autres vendeurs qui ensuite reviennent dans la librairie? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment est-ce que ces libraires ils vont faire face à cette nouveauté pour découvrir les choses? C'est quoi un peu les outils, les moyens qu'ils ont? Alors vous avez un peu parlé des rentrées littéraires. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui leur permettent vraiment de découvrir les choses, surtout avec des cycles qui sont assez courts parfois et une masse de nouveautés?
Alors, des commerçants, non, je pense que ça, c'est une différence fondamentale entre ces deux espaces. Et ça rejoint les enquêtes précédentes qu'il y a eu sur les libraires, en particulier l'enquête de Frédéric Leblanc qui s'appelait Libraire, un métier, où elle montrait que les libraires étaient les plus diplômés des commerçants. Et effectivement, hein, j'ai pas parlé du niveau de diplôme, mais moi, dans l'échantillon français que j'ai interrogé, donc sur une trentaine de libraires, j'avais quatre d'entre eux qui avaient un doctorat. Donc je sais pas si ça se trouve beaucoup. Enfin, c'est quand même très particulier, et un nombre très important qui avait un niveau master. Donc on est vraiment sur une spécificité il y a du capital culturel qui est quand même du capital culturel certifié qui est très très élevé. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est un petit peu ce que je disais au départ, c'est des commerçants, mais des commerçants très particuliers. Donc il faudrait voir par rapport à l'univers sur lequel vous travaillez, mais c'est sans doute une différence. Il y en a pas, j'en ai pas, il y en a sans doute, inévitablement, mais c'est vraiment pas, je les ai pas croisés, rencontrés dans tous ceux que j'ai croisés de diverses façons. Si ce n'est, mais bon, c'est des gens qui sont restés dans la librairie. Le premier mode d'accès au métier de libraire que j'évoquais, qui est ceux qui ont suivi tout le cursus, c'est-à-dire qui depuis le départ veulent être libraires, sont passés par des postes d'apprentis, puis de libraire, responsable de rayon, etc. Donc eux, c'est des commerçants depuis le départ, mais commerçants particuliers, puisque depuis le départ, c'est de la librairie. Donc ouais, ce serait une différence intéressante et importante. Et pour votre deuxième question, comment est-ce qu'ils découvrent les choses? Alors, il y a donc ces réunions de rentrée littéraire qui sont très importantes. Il y a aussi un deuxième mode d'accès qui s'est beaucoup développé depuis une dizaine d'années, qui est l'envoi des épreuves, des nouveautés littéraires aux libraires. Donc les épreuves, c'est vraiment le livre avant qu'il soit imprimé, hein, c'est la première version, enfin avant qu'il soit relié. Donc c'est des fichiers PDF qui sont, ou autres formats qui sont envoyés aux libraires. À un moment, c'était envoyé physiquement. Aujourd'hui, tout est envoyé électroniquement. Il y a même des sites où il y a toutes les épreuves, des nouveautés littéraires, pour que, par exemple, pour tout ce qui va sortir à la rentrée de septembre, ça se fait dès le mois de mai-juin, en fait. Les libraires reçoivent dès maintenant les livres que nous, en tant que lectrices et lecteurs, on va découvrir en septembre, octobre, et que les journalistes vont découvrir un petit peu en amont aussi, mais pas autant en amont. Et puis, c'est une espèce de course permanente pour eux. C'est-à-dire, il y a les nouveautés, tout domaine confondu. En France, c'est 36 000 nouveautés qui sortent tous les ans. Ça a un petit peu diminué. Il y a quelques temps, c'était autour de 40 000. Donc, ça exclut les sorties poche, etc., qui peuvent être très importantes. La deuxième vie d'un ouvrage quand il sort en poche, voilà. Mais ils sont obligés, les libraires, ils écoutent France Culture, ils écoutent tous les podcasts sur la littérature, sur les autrices, les auteurs qui interviennent, les polémiques éventuelles, ils essayent vraiment de se tenir énormément au courant, et ils lisent aussi beaucoup. Et j'oublie un point très important, qui sont les programmes des éditeurs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent en amont, par le biais des représentants, c'est-à-dire les représentants, c'est les commerciaux qui vont en librairie, en supermarché, etc., présenter les nouveautés littéraires des 3 mois à venir, et qui arrivent avec des catalogues, physiques ou pas physiques, qu'importe, en disant, voilà, à la découverte, c'est ça qui sort, chez Plon, c'est ça, chez Gallimard, dans la collection blanche, on va avoir ça, en polar, on va avoir ça. Donc, ils ont très en amont aussi les nouveautés des éditeurs et les représentants leur font un petit brief, quoi. C'est-à-dire, ils essayent de leur vendre pour qu'ils commandent le plus de livres possible. Donc, ils ont plein de faisceaux d'informations comme ça pour essayer de savoir, non, ça, ma clientèle marchera jamais, ce bouquin-là, ça marchera pas, moi, c'est pas le genre de client que j'ai, ou voilà. Une question qui fait transition.
Il se dit, mais je ne connais pas le sujet et j'ai pas eu la chance de te lire encore. Tu en as pas parlé d'ailleurs à l'instant, et pour moi c'est important du fait de mon travail, que les médias traditionnels sont plus du tout des repères, des prescripteurs. Il y a 30 ans, ils lisaient le supplément du Monde, de Libé, du Figaro éventuellement, et maintenant plus du tout. Et je peux l'attester d'ailleurs empiriquement avec un tout petit échantillon. Et donc, tu vois, tu n'en as pas parlé. Tu dis, ils écoutent France Culture, ils ont les commerciaux, ils reçoivent les épreuves, etc. Comme si les médias mainstream avaient disparu de leur horizon. Donc ça, c'est ma première question. Si on utilise un gros mot, est-ce que tu as essayé de faire un peu de géographie sociale au sens large ? Est-ce qu'ils tiennent le même discours ? On avait l'impression que c'est obligé, ici tu es obligé de produire du discours généralisant, mais entre Paris et la province par exemple, selon qu'ils sont dans le 17e ou dans un quartier X ou Y plus populaire, j'en sais rien, est-ce qu'il y a toujours ce discours sur le goût, le livre et la dénégation sur le commercial par exemple ? Et troisième question, tu en as un petit peu parlé, mais à l'extrême marge, et surtout pour dire que les formateurs insistaient sur ce point, ce qu'on pourrait appeler, si on utilise une catégorie de l'école de Chicago, le sale boulot. Alors, tu as parlé des chiffres, à un moment donné, tu as parlé de la dimension physique du métier. Moi, ce qui me frappe quand on dit « échange un peu avec eux », c'est l'extrême importance et l'extrême fatigabilité. Ils sont debout, ils portent beaucoup. Bref, c'est un métier physique, alors même qu'il est présenté tout autrement. Est-ce qu'ils t'en parlent naturellement ou est-ce que c'est toi qui leur poses des questions pour qu'ils en viennent à en parler ? Je me lance dans une dernière question et après, promis, j'arrête. Tu as parlé des interactions puisque tu as fait l'observation in situ. Et c'est très compliqué, j'imagine, parce qu'on a tendance à faire de l'observation dite participante, parce que nous-mêmes, on est aussi acheteurs et dans ces interactions. Bref, est-ce que tu as envie de travailler maintenant sur les lecteurs ? Les lecteurs dans ces espaces-là, les usagers des librairies, par exemple. Pas seulement les interactions, puisque ton angle, c'est les libraires, mais l'autre côté. Je les prends dans l'ordre, les 4 questions. Alors, les médias traditionnels, tu as raison, j'ai beaucoup parlé de France Culture et des podcasts parce qu'ils m'ont beaucoup spontanément parlé de ça. Je pense que ça... C'est moi qui fais une interprétation complètement sauvage du phénomène. Je pense que les podcasts ont pris beaucoup de place, en particulier dans le domaine culturel. Et que c'est aussi, comme ils lisent beaucoup, c'est aussi un moyen de se reposer un peu, d'avoir un autre, tu vois, de faire autre chose tout en écoutant le podcast. Enfin bon, ce qu'on sait habituellement pour ce mode d'accès. Mais ça veut pas dire que les médias, ils regardent aussi Le Monde des livres en attendant Nado. Enfin, ils m'en ont parlé de temps en temps. C'est pas majeur. Je pense qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la radio et au podcast. Mais ils ont, voilà, la plupart ont quand même dans leur viseur ce qui sort dans Le Monde des livres, Le Figaro littéraire, ne serait-ce que parce que, et ça, plusieurs me l'ont dit, si un auteur a une critique dans Le Monde des livres, vaut mieux que je le sache parce que je vais avoir, dans certains quartiers en tout cas, je suis sûre que je vais avoir des demandes dès le lendemain. Des gens qui vont venir me voir en disant « Ah, j'ai lu une critique, ça a l'air bien, j'aimerais bien lire le bouquin de... Voilà. Donc ça, ils font attention quand même. Ils sont attentifs à ça. Tu dis médias mainstream. Alors, je ne sais pas si tu t'induirais la télévision dedans. Moi, je sais qu'il y a une enquête qui a été faite par Livre Hebdo il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 1 an ou 1 an et demi. Le média le plus prescripteur en matière de livres, c'est la grande librairie. C'est vraiment quasiment... Enfin, la conclusion de l'enquête, c'était que le seul qui restait prescripteur, vraiment prescripteur, où il y avait un effet que les libraires, les différents points de vente pouvaient sentir, c'était la grande librairie. Donc, tu valides pas du tout cette idée que les hors-télévision
les médias traditionnels seraient en perte de vitesse. Ils sont en perte de vitesse. Ah, quand même. Ils sont en perte. Enfin, je pense. Là, je fais un peu un truc sauvage. Je pense qu'ils sont en perte de vitesse. Qu'il y a aussi beaucoup. Alors, il faut voir. Ça dépend de qui on parle. C'est-à-dire que les libraires, eux, en tant que professionnels, sont obligés d'avoir accès. Enfin, ils lisent ça. Ça fait partie de leur travail. Par contre, les lectrices et les lecteurs qui fréquentent les librairies, eux, sont beaucoup moins. Ce qu'ils observent aussi, c'est une érosion de la critique traditionnelle, enfin de la croyance dans la critique professionnelle et dans sa valeur. Il y a eu une sorte de mouvement de désabus, enfin d'être désabusé par rapport à la critique traditionnelle. Et puis dans les parties du public les plus jeunes, ça passe pas du tout, ou très rarement, par ce genre de support. Ça, c'est un truc tu vois, de personnes d'un certain âge. Donc là, oui, il y a une perte de vitesse. Mais en fait, ça dépend de qui on parle. Est-ce qu'on parle des libraires ou est-ce qu'on parle des lecteurs? Donc ça, c'est voilà pour la première question. Ta deuxième question, c'était sur la géographie sociale Paris-Province. Alors oui, il y a une différence. Et en écoutant ta question, je me suis tout de suite remémoré un débat entre libraires auquel j'ai assisté il y a quelques mois à Toulouse. Et c'était assez... Enfin, il y a eu un moment où c'était assez tendu entre les libraires. Il y avait 3 ou 4 libraires. Il y en avait une qui était à Figeac, enfin, des libraires de la région, mais pas tous de Toulouse. Et celle de Figeac en particulier, je me souviens, était très énervée contre ce que disaient certains de ses collègues en disant mais enfin vous me faites rire avec vos trucs là. Enfin moi je mets Virginie Grimaldi en couverture, en vitrine, pardon. Je mets tous les best-sellers du moment en vitrine. Si je ne le fais pas, je perds la moitié de ma clientèle. Faut arrêter avec cet élitisme. On fait venir les gens à la lecture aussi par des lectures plaisir, agréables. Donc il y avait on sentait vraiment une scission entre des visions différentes. Et il y a tous les libraires qui sont installés qui sont pas dans des quartiers, que ça soit Paris, Lyon, Toulouse, voilà, de centre-ville, avec une population quand même avec des hauts niveaux de diplômes, etc. Ils sont très pragmatiques, hein, et en fait, ce qu'ils disent dans ces cas-là, c'est moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est de faire venir les gens progressivement vers autre chose. C'est-à-dire quand j'ai des petites, enfin là je te cite quasi de mémoire hein, des entretiens. Quand j'ai des petites collégiennes qui viennent me voir, qui me demandent de la romance et machin, moi je suis super contente. Je leur demande des trucs parce que moi j'ai pas forcément les infos. Elles me disent quels sont les trucs du moment qu'il faut avoir, etc. Et j'essaie de les fidéliser et progressivement, j'essaie de les amener vers autre chose. En disant, donc, vous savez, ils ne sont pas dans la dénégation. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je pense que les libraires, ils sont pragmatiques. C'est des commerçants, malgré tout. Ils aiment avoir cette marge de manœuvre, ce petit truc qui leur fait plaisir, petit ou important, mais ils sont tout à fait pragmatiques. Ils n'ont pas envie de se couler. Enfin, ça serait absurde. Donc non, ils sont très, ils ont les pieds sur terre là pour le coup. Enfin, il me semble que c'est une propriété assez répandue chez eux. Et moi, dans le livre, j'ai fait un encadré sur un truc qui m'a beaucoup amusé d'observation à l'école des libraires, où il y avait la formatrice qui demandait aux étudiants, enfin je vais les appeler étudiants même si c'était pas, c'était des grands adultes, mais en leur disant on va faire des jeux de rôle, il y en a une qui joue une cliente et l'autre vous jouez le libraire ou vice versa, puis après vous changez et vous arrivez, vous demandez ce qui vous passe par la tête, hein, juste pour voir comment vous répondez. Donc ils faisaient des jeux comment on accueille un client en librairie qui fait une demande du genre je cherche un bouquin avec des dragons, j'ai entendu mais je sais plus qui c'est. Enfin, les demandes assez compliquées qu'ont les libraires avec très très peu d'infos. Comment on rebondit sur ça, Et c'était drôle de voir à quel point en fait il y en avait plusieurs qui étaient déstabilisés. C'est-à-dire quelqu'un qui leur demandait un bouquin de je sais pas, de Joël Dicker ou des trucs de grosses ventes d'Aurélie Vallogne, etc. Et qui tout de suite essayait d'orienter la personne vers autre chose.
qu'elle considérait être mieux. Et la formatrice, à chaque fois, elle les reprenait en disant non, vous pouvez pas faire ça. Ça, c'est non. C'est impossible. Les gens, ils viennent pour quelque chose. Si vous leur donnez pas ce qu'ils veulent, ils reviendront pas. Donc, donnez-leur ce qu'ils veulent. Attendez de les connaître un peu, de savoir qui ils sont, de voir s'ils reviennent. Un client qui a pas aimé ce qu'il a lu, il revient jamais. Donc, c'était drôle de voir. Ils partaient avec tout de suite, il fallait... Bon, donc ils sont, en tout cas, ils apprennent à être pragmatiques. Ouais. Et s'ils le sont pas, ça marche pas, quoi. Alors le sale boulot, oui, tout à fait. Les chiffres, porter les caisses, ils m'en ont parlé. Ils le vivent pas toujours comme le sale boulot, étonnamment. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que le côté très concret du métier, et en particulier les comptes, les flux, c'est un métier de flux, la librairie. Il faut toujours savoir ce qui rentre, ce qui sort, où t'en es. Ils aimaient bien, en fait. Ça les ancrait dans du réel et ça les rebutait, enfin, pas toutes et tous, mais en général, ça les rebutait pas. Et puis, t'as un peu le jeu très courant dans les univers artistiques et culturels où t'as un binôme. T'en as un qui fait plus la gestion et l'autre qui va se charger plus de la clientèle ou des relations avec les éditeurs, des animations. Il peut y avoir une division des tâches. Mais le côté physique, épuisant, ça, ils le disent beaucoup. Et j'oubliais une autre dimension physique, c'est un métier oral, où tu parles beaucoup, donc à la fin de la journée, pour autant qu'il y ait du monde qui rentre, c'est très fatigant. Ça, et ouais. il faut faire mine d'aimer les autres, quoi. Oui. Ils t'en parlent de ça? Non, ça, j'ai pas eu... non, j'ai pas eu de commentaires sur ça. Je pense que s'ils font ce métier quand même en général, c'est qu'ils aiment bien les gens et l'échange, parce que sinon, c'est quand même compliqué d'être commerçant si... Ah, pourtant, on en rencontre souvent, des commerçants t'en connais des désagréables. ours, Oui. Ouais. Mais ils sont plusieurs en librairie. Tu vois, une librairie où tu n'as qu'une seule libraire, ça arrive, mais en général, ils sont 2, 3. Tu as des gens à mi-temps, tu as des apprentis. Donc, ça peut tourner. Tu peux avoir une sorte de division du travail un peu implicite qui se met en place. Et si le patron, il est un peu ours, il reste en retrait. Mais la librairie, c'est de l'accueil. Si tu n'as pas ça, c'est quand même compliqué. Et puis, ton 4e point, c'était... Si c'était un chantier possible pour toi. Alors, c'est un chantier possible, mais... il a déjà été couvert en partie. Il y a un livre qui, d'ailleurs, l'actualité étant ce qu'elle est, je vais faire une présentation dans une semaine dans un autre RT de la FS sur, je crois que c'est sur la sociologie de la lecture et des lecteurs. Et c'est avec Louis Pinto qui a publié un livre aux éditions du Croquant sur les lecteurs de sciences humaines. Qui lit des ouvrages de sciences humaines en librairie. Et il a fait... Des sciences humaines. Oui, c'est sur les sciences humaines. Mais c'est très... Alors là, je reviens à ce qui est difficulté d'accès au terrain. Compliqué, tu fais des questionnaires, tu passes par les libraires. Il y a plein de gens qui... Enfin, tu as une perte énorme. C'est pas facile d'accrocher les lecteurs, sauf à les attraper à la sortie de la librairie. Et si tu veux faire un vrai entretien qualitatif où ils disent des choses intéressantes, il faut que ça dure un minimum une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je pense que c'est pas simple de... Bon, c'est faisable. Tu peux te poser dans un coin et regarder. Pour l'instant, j'ai pas envisagé ça. Mais c'est effectivement, ça serait un terrain super intéressant. Comment vous voyez ou envisagez la librairie dans les 15 années à venir, étant donné le contexte, on va dire, éditorial, commercial et du monde du livre qui est en pleine mouvance comme depuis très longtemps? C'est une question difficile, évidemment, donc je vais y aller avec précaution. Mais on est dans un contexte vraiment très particulier, à la fois économique et politique. Sur le plan économique, on a quand même... c'est vrai que depuis... il y a eu le moment du confinement. Post-confinement, il y a eu une espèce d'engouement pour la librairie. Elles ont fait des chiffres d'affaires qu'elles n'avaient jamais fait depuis longtemps. C'est-à-dire jusqu'à 2024, en gros, les résultats des librairies ont vraiment été incroyablement bons. Et là, il y a eu un net reflux depuis plus d'1 an et les libraires et le syndicat de la librairie française est très inquiet parce qu'il y a toute une série de phénomènes qui se conjuguent. La montée du livre d'occasion,
la montée de l'audio, hein, le succès du podcast va aussi avec une progression très forte en France du livre audio, ce qui était plus le cas dans d'autres pays. Les pays anglo-saxons, ça fait très longtemps. La France, c'est très récent. La baisse de la lecture, hein, qui a encore été constatée de manière encore plus alarmante par la dernière enquête du Centre national du livre. La place des écrans, hein, qui touche tout le monde et particulièrement les jeunes générations. Donc c'est vrai qu'il y a une véritable inquiétude autour des métiers du livre en général et de la librairie en particulier. Et il y a le contexte politique aussi. Je me permets de remettre un petit coup sur ça. Il y a eu beaucoup de librairies qui ont été attaquées, dégradées, avec des vitrines taguées, passées à l'acide. Il y a un contexte de violence autour des librairies qu'on n'avait pas connu depuis les années 70, en gros, hein, où il y avait des librairies plastiquées. Voilà. Donc, dans un contexte différent, il y a eu une espèce aussi de coup de projecteur sur les librairies en tant que lieu qui cristallisait du ressentiment, de la colère. Comment ça, vous êtes une librairie féministe, vous avez un livre sur Gaza. Enfin, ça devient aussi un champ de bataille culturel important, et ça, c'est vraiment nouveau. Donc, tout ça font des éléments de contexte un petit peu inquiétants pour les librairies. Par ailleurs, il y aura peut-être plus de fermetures. Hein. Là, en ce moment, il y a toujours plus de librairies qui ouvrent que de librairies qui ferment. Mais j'ai du mal à imaginer, en tout cas dans les 15 années à venir, que les librairies puissent disparaître. Elles sont quand même un commerce qui est considéré comme très, très important pour plein de raisons. Et aussi pour un aspect que j'ai pas du tout abordé ici, qui est la dimension commerce de proximité. Parce qu'il y a aussi toutes les questions de quel centre-ville, comment on défend les centres-villes. Est-ce qu'on veut avoir que des chaînes et des plateformes logistiques où il y a un rôle très important dans la ville et dans les quartiers des commerces de proximité en général et de la librairie en particulier. Il y a un imaginaire aussi particulier. On sait par exemple que une anecdote amusante, pour revitaliser un quartier, s'il y a une librairie qui s'installe, les prix de l'immobilier augmentent quasiment automatiquement. C'est un argument de valorisation d'un quartier d'avoir une librairie. Donc, c'est un type particulier de librairie, c'est plutôt des petites librairies. Peut-être que les grosses librairies qu'on a connues pendant longtemps, et vous savez peut-être que Gibert est en difficulté. Là, le dernier Gibert qui reste, boulevard Saint-Michel, a demandé à être placé en redressement judiciaire. Ils vont sans doute être obligés de se recentrer exclusivement sur le livre d'occasion. Donc ça fait un peu un séisme aussi, parce que voilà, des grandes librairies du quartier latin, il y en a tellement qu'on fermait. Donc il y a une transformation du type de librairie, peut-être des librairies de plus en plus à caractère culturel très affirmé, plus petites, plus sélectives, que plein de sortes de librairies physiques, de styles et de tailles différentes. Bon, j'ai du mal à projeter au-delà de ça, mais j'ai du mal aussi à imaginer que dans les 15 années à venir, la librairie soit sérieusement menacée en France. À voir. Je prends le risque de vous dire ça, mais à voir. Il y a un attachement fort au livre aussi, quand même, malgré tout, de fractions particulières de la population, bien sûr, et il y a un enjeu d'éducation. Il y a quand même toute cette problématique autour des écrans. Le livre est quand même le contre-pied. On sait aussi que les clients, majoritairement, sont souvent des personnes plutôt CSP+, vous en avez parlé tout à l'heure, mais aussi d'un certain âge, en fait. Donc, au niveau du renouvellement de la population en librairie, il y a aussi une véritable question sur l'éducation à la fréquentation de ces lieux qui sont à démystifier pour beaucoup aussi, parce que, comme vous le disiez au départ, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas pousser la porte parce qu'elles ont peur, parce que elles se sentent jugées. Oui, tout pas être à leur place, alors que finalement, il faudrait que les portes soient ouvertes en permanence. Quoi. Comme les bibliothèques, voilà. Par rapport à justement la politisation, je me demandais si les libraires politisaient leur travail, s'ils s'engageaient d'une manière ou d'une autre, donc en faveur de la démocratisation culturelle, par exemple, ou en faveur d'autres luttes. Voilà.
À quel point c'était central dans les entretiens ou pas du tout Il y en a plusieurs pour qui c'est central. Tu as vraiment là des styles de librairie très différentes. Il y en a qui sont vraiment sur la position libraire pour tout le monde. Moi, je veux pas discriminer, je veux pas donner des signaux politiques trop forts en ayant que des tables écologie, genre, lutte décoloniale, le côté un peu syncrétique. Et par contre, il y en a d'autres. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes libraires qui étaient animés par un projet très fort. Qu'on pourrait peut-être plus qualifier de sociétal, parce que les librairies politiques telles qu'on les a connues jusque dans les années 70-80, il en existe encore quelques-unes, mais c'est vraiment beaucoup moins fort. C'est plus des engagements citoyens ou en faveur de l'écologie, voilà, du féminisme, etc. Ou des luttes sociales. Il y a aussi beaucoup de librairies qui ont des sections lutte sociale très, très affirmées. Mais tu as vraiment les deux, là, tu as vraiment les deux types. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez amusant. Jean-Baptiste, tu parlais de géographie. Moi, très rapidement, j'ai réalisé que les librairies que je voyais à Paris, elles étaient toutes dans le nord-est parisien, ou presque, parce que c'est là qu'ouvrent les nouvelles librairies. C'est pas dans le 6e arrondissement et c'est pas dans le 16e non plus. Il y a des librairies, évidemment, dans ces quartiers, mais c'est des librairies plus anciennes, historiques, souvent. Et dans le 16e arrondissement, il y a le réseau des librairies Fontaine, qui sont vraiment sur un autre... Là, on est sur un autre type de librairie. Donc, il y a un biais aussi qui est lié à l'échantillon, c'est-à-dire des nouvelles librairies créées. Elles sont plutôt sur ce mode-là, mais peut-être que ça va changer. Qui sait ? Je voulais savoir si les libraires aspirent à un meilleur salaire. Est-ce que c'est une question qui est revenue dans les entretiens ? Est-ce qu'on reste libraire toute sa vie ? Quelle est la place des reconversions ? Et aussi, quelle variable peut-être joue dans la longévité d'un libraire à sa fonction de libraire ? C'est-à-dire... Est-ce que quelque chose influence davantage, que ce soit le profil social, le chiffre d'affaires, l'emplacement, enfin, évidemment, tous ces facteurs entrent en jeu, mais est-ce qu'il y a une de ces variables ou d'autres qui ressort ? Alors, il y a une blague que j'ai entendue souvent. Je pense que ça vaut pour d'autres types de commerces, mais pour la librairie, c'est revenu avec fréquence. C'est une bonne librairie, c'est 3 choses. C'est l'emplacement. Voilà. Donc, je pense que toutes les enquêtes montrent que la librairie indépendante, donc c'est un des commerces de proximité les moins rentables. On a des enquêtes sur les taux de rentabilité des commerces, c'est fait régulièrement. La librairie est toujours... je crois qu'il y a que les fleuristes qui sont pires. Enfin bon, je ne sais plus exactement. Mais c'est vraiment très, très bas. Et tous les libraires, le discours qui leur est fait, c'est « vous allez mal gagner votre vie et vous allez travailler comme un chien ». En gros, c'est ça le programme. Donc, êtes-vous sûr que vous voulez vraiment ouvrir une librairie qui a toujours été votre rêve ? Donc, il y a beaucoup de libraires qui se payent très mal. Mais c'est aussi un peu déformant. Il faut faire attention. C'est-à-dire une librairie dans un bon quartier de Paris, par exemple, ou de Toulouse ou de Bordeaux, qui est en adéquation avec sa clientèle, qui a un projet qui tient la route, c'est-à-dire qui a compris qui était sa zone de chalandise, comme c'est le terme consacré, c'est-à-dire qui est sa clientèle. Ça peut vraiment très très bien marcher. C'est pas uniquement voué à l'apostolat et à la misère économique. Il y a quand même des libraires qui s'en sortent vraiment très bien, qui travaillent dur, mais voilà, ils s'en sortent très bien. Qu'est-ce qui fait qu'on reste libraire ? Est-ce qu'il y a beaucoup de reconversions ? Est-ce qu'on reste libraire ? Alors, de moins en moins, ce que toutes les personnes qui, régionalement, j'ai interrogé plusieurs responsables dans des centres régionaux du livre, donc ont vraiment une vision très claire de qui a ouvert, où, quand, quel est le turnover, etc., me disent que, en fait, aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a peut-être 20-30 ans, tous ces néo-libraires, ils se disent pas, je vais être libraire toute ma vie. Si ça marche pas, au bout de 4-5 ans, je changerai. Il y a quand même
enfin, ce qu'on observe dans d'autres secteurs économiques, hein, ça se dit beaucoup, hein, que les gens sont, il n'y a pas un attachement. En tout cas, ils observent plus fréquemment le fait que ça soit un passage, mais pas forcément un projet pour 20 ans, 30 ans. Donc ça peut bouger. En tout cas pour les nouveaux, hein, pour les nouveaux libraires. Est-ce que dans cette catégorie librairie indépendante, il y a des différences selon leur spécialisation, que ce soit en littérature jeunesse, bande dessinée, littérature des Caraïbes, enfin, est-ce qu'il y a des différences de situation économique Alors moi, je me suis, à peut-être une exception près, j'ai vraiment voulu faire des librairies généralistes. Et généraliste, ça veut dire bon, elles peuvent avoir un rayon bande dessinée ou jeunesse qui est plus ou moins important, mais normalement elles couvrent toute la gamme voilà, tous les secteurs, à la fois la littérature, les sciences humaines, le pratique, la jeunesse, la BD, un petit peu, enfin du poche, parce que le poche est important, etc. Les librairies spécialisées, il y a eu beaucoup. Il y a deux secteurs principaux, c'est la jeunesse et la bande dessinée. Et à l'intérieur de ça, il y a le manga aussi qui a connu une vague très importante, et il y a eu beaucoup de librairies spécialisées bande dessinée, manga ou que manga qui se sont développées. Ça, c'est vraiment une nouveauté d'il y a une quinzaine d'années. Mais volontairement, je les ai mises de côté parce que j'ai considéré que voilà, le cœur du métier, c'était vraiment les librairies généralistes. Une dernière question, c'était sur la surdiffusion. C'est ce poste qui est apparu dans les maisons d'édition de chargé des relations avec les librairies. Donc vous dites que ça signale l'intérêt des éditeurs pour les libraires. Mais est-ce que c'est pas une manière pour les éditeurs d'empiéter un petit peu sur l'autonomie des libraires en proposant des animations clé en main? Oui, vous avez raison, c'est un peu à double tranchant, si ce n'est que les libraires le vivent pas tant que ça comme ça. C'est-à-dire que les maisons d'édition ont très récemment créé un nouveau poste qui est donc responsable de la surdiffusion, et ce terme étrange veut dire en fait responsable des relations libraires, et ils sont censés accompagner, c'est-à-dire l'activité d'animation, d'invitation d'auteurs est devenue tellement importante qui a besoin de quelqu'un qui organise les rencontres avec les libraires, prévoit où va dormir l'auteur, quand est-ce qu'elle arrive, comment toute la logistique, l'accompagnement, livraison des exemplaires d'ouvrages, etc. Les libraires le vivent quand même plutôt sur le mode de... ça veut dire qu'on est les maisons d'édition ont cessé de nous mépriser, et on est vraiment un maillon important. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez peut-être constaté à votre échelle, quand un livre sort, il y a une tournée en librairie maintenant. C'est vraiment, et même en sciences humaines, un ouvrage pour une autrice ou un auteur, la maison d'édition essaye de susciter l'intérêt des librairies pour que l'auteur fasse des présentations, des conférences, etc. Et à Paris, il y en a énormément. Hein. On prend les librairies. Quand on regarde leur programme d'animation, il y en a parfois 2, 3 par semaine. C'est impressionnant le nombre d'animations qu'ils font. C'est devenu presque incontournable aujourd'hui d'aller à la rencontre des lecteurs en librairie. Dans les plans médias, maintenant, il y a le plan... il n'y a pas seulement le plan média. Province aussi. Oui, des librairies comme Ombre Blanche ou Mola, dont je parlais, qui sont des très grosses librairies, c'est pas les seules concernées, mais elles ont ne serait-ce qu'une personne au moins à plein temps qui ne fait que ça, organiser les animations, et ils font des captations vidéo, des podcasts, ils déclinent, il y a toute une vie culturelle très intense dans leurs murs. Donc s'il n'y a plus de questions, on peut conclure cette avant-dernière rencontre de la sociologie des arts et de la culture de la saison 2025-2026. Donc merci Sophie Noël d'être venue présenter votre ouvrage. Merci au public et aux membres du RT14, Aurélien Tom pour l'enregistrement de la session. La prochaine et dernière rencontre aura lieu mardi 16 juin, je le rappelle, de 14h à 16h avec Jérôme Dubois, Vincent Clavel autour de leur livre « Quand les murs se font scène en milieu carcéral et hospitalier » paru en 2024. La séance sera animée par Élise Chies-Vatim en salle 124 du site Pouchet du CNRS. Merci. Merci beaucoup.